Oreilles et Midinette, une chronique en partenariat avec Lieu Public. On a plus chaud là. Travailleuse. Il est midi. Là, maintenant, tout de suite, à l'instant que je vous parle, sur le parvis de l'Opéra, un ou des artistes sont invités à une représentation publique sur le thème de la sirène civile de la ville. Alors, pour vous, auditeurs, qui n'avez d'autre choix que cette écoute radiophonique, je vous propose de passer 12 minutes exactement avec l'artiste qui est en ce moment même sur le parvis de l'Opéra, Daniel Orshagen de la compagnie Geneviève Sorin, pour une pièce intitulée Machina Typographica. Alors, je suis Daniel Orshagen et je mets en scène la machine. Et je travaille en collaboration avec Geneviève Sorin après une rencontre qui nous a réunis avec les mêmes objectifs et le même langage et que nous espérons faire fructifier le plus longtemps possible. Là, je viens d'Allemagne. J'ai fait une carrière dans l'ensemble de référence de Mauricio Kagel et je suis donc spécialiste du théâtre musical nouveau, de la musique concrète acoustique et de la voix puisque je suis chanteuse, cantatrice. Et la machine est une pièce que vous connaissez bien, que vous Bien tournez sûr. depuis longtemps. Oui, c'est une pièce que j'ai jouée il y a déjà plus de 20 ans et que je reprends très volontiers parce qu'elle permet vraiment un rassemblement d'énergie et de créativité à partir d'un potentiel très personnel tout en étant dans le respect de la partition qui est très intéressant pour tout le monde, que ce soit les professionnels ou que ce soit les amateurs. Et on peut créer un croisement très facilement justement entre le public amateur et le public professionnel à partir de cet exemple de pièce qui est vraiment un ancêtre, je dirais, du théâtre musical nouveau. C'est moi qui serai au milieu. Là, c'est Indiana qui a pris ma place. C'est quand je me lève que tout le monde bouge. Vous le sentez, hein, parce que les premiers qui sont devant bougent et tout le monde... Bravo, on a tenu les 7 minutes 46. Un grand bravo. Il n'y a pas eu de diminution d'intensité au niveau de la voix. Il n'y a pas eu la moindre diminution d'intensité au niveau de la gestuelle. Vraiment un grand bravo, parce que je suis fatiguée de la jouer moi-même cette machine et je sais que c'est très difficile. Quand on vous a proposé de faire la sirène et Midinette, ça allait de soi. Oui, moi c'était évident pour moi, c'est le début de ma rencontre avec Daniel et donc la proposition de Lieu Public de faire une sirène et Midinette, il m'a semblé complètement évident de mettre en œuvre ce projet qui semblait complètement adapté à l'état d'esprit à la fois de Lieu Public et des mouvements que nous voulions développer ensemble. Et voilà, et donc moi je suis ravie de cette opportunité parce que je pense que c'est en plus vraiment effectivement un travail qui peut vraiment scinder et faire croiser plusieurs publics, alors non seulement dans le respect de la partition comme tu le dis, mais aussi dans le respect des individus qui participent. Nous sommes répartis dans le public le plus en avant possible, sans être vraiment en ligne tous, mais on doit s'arranger pour être devant le public, pour se mettre en place. Ne vous laissez pas calmer par le public. On n'est pas forcément en ligne, on peut être un peu dispersé, mais avec très peu d'écart entre les uns et les autres, et en s'arrangeant pour qu'au fur et à mesure, je dis une fois, je dis pas deux. Comment on peut décrire cette machine pour les auditeurs ? C'est une pièce bruitiste. Bon, si vous voulez un petit peu d'histoire, elle a été écrite par Giacomo Balla en 1914, qui était à l'origine du mouvement, un des pionniers du mouvement futuriste italien dans cette époque, qui était plasticien au départ, mais qui a, comme tous les participants de ce mouvement futuriste, aussi donné dans différentes directions, y compris la direction du théâtre et de la musique et de la danse. Et donc, c'est une pièce que l'on considère comme bruitiste et qui associe le mouvement au son, qui est un son concret au départ, enfin un bruit qui est transformé en son dans la tradition de la musique concrète que nous connaissons aujourd'hui, la musique concrète acoustique en tout cas, un peu comme on le retrouve également chez Kagel par exemple. Il n'y a pas que lui, mais par exemple, ou chez Apergis, on peut retrouver aussi des directions qui ont connu ces origines-là bien avant, dans le temps. Donc c'est un des pères de ces idées de musique concrète, vocale et non vocale. Il y avait Russolo, bien sûr, qui avait lancé le manifeste des bruits, et c'est de là qu'est partie justement la notion de musique concrète qui n'a pas cessé de se développer, et qui, je l'espère, ne cessera pas de se développer jusque très tard dans le temps, voire jamais ne connaître d'arrêt. Voilà, en tout cas, c'est ce que j'aime et c'est ce que je défends. Et
Donc c'est une pièce de mouvement très minimaliste, de son très minimaliste, mais très construite malgré tout, avec des rythmes précis, qui naissent du mouvement en même temps, du corps, mais qui sont déjà induits par le graphisme de la partition, qui est une partition d'onomatopée, mais qui est écrite avec une ponctuation, avec un graphisme grossi, grandi, élargi ici et là, induisant justement, à la manière de la musique conceptuelle, les directions sonores que l'on peut prendre à partir de la lecture de ce graphisme. Et la seule notation vraiment qui soit une notation musicale traditionnelle, c'est le fortissimo qui est écrit à gauche de la série d'onomatopées qui se fait en 12 catégories d'onomatopées différentes. On est concentré, on n'a pas les bras croisés, on a les bras le long du corps de préférence. Vous pouvez avoir une attitude de temps en temps comme ça, mais ne vous mettez pas comme ça, les mains dans les poches ou comme ça. Vous n'êtes pas en situation privée. Dès l'instant où vous êtes costumé, vous n'êtes plus vous. Vous êtes en situation d'acteur. Quand il a écrit ça, il pensait à une société où la machine remplacerait l'homme. Oh, ça, c'est une grande question qui me lance dans un débat politique que je ne me permettrai pas d'ouvrir parce que vraiment, on sait comment les futuristes ont évolué après, on sait qu'ils se sont divisés, on sait qu'il y a eu des traces douloureuses pour l'histoire juste après, au moment où ce mouvement est né, très peu de temps après, et dire qu'ils pensaient à remplacer la machine, remplacer l'homme par la machine. Il y avait des notions de surhomme qu'on retrouvait chez Nietzsche notamment, qui étaient très au goût du jour. Moi, je ne voudrais pas rentrer dans ce débat-là, mais je laisse ça aux historiens qui savent le faire beaucoup mieux que moi. Mais en revanche, ce que je peux dire, c'est qu'il se trouvait catapulté dans une société qui subitement avait complètement changé son univers sonore. On avait le début de la mécanisation, on avait le début des avions, on avait le début, on était quand même encore au début des trains aussi, c'était un peu plus ancien, mais c'était quand même là, depuis peu de temps malgré tout par rapport à l'histoire. On avait les premières voitures, on avait les premiers tramways, et donc il se trouvait subitement avec des bruits de métiers à tisser mécanisés là où il n'y en avait pas, de machines à coudre là où il n'y en avait pas, de voitures là où il n'y en avait pas, de trams où il n'y en avait pas, de moissonneuses batteuses également là où il n'y en avait pas, et de voitures, etc., etc. Et subitement, il se disait, mais on ne peut plus se contenter de cantonner la musique à ce réflexe qui était tout à fait légitime à un moment, qui était celui de passer du bruit que faisait le vent dans un roseau et qui nous a inspiré la flûte. On ne peut pas se cantonner là-dedans et il faut aller vers ce que nous apporte le modernisme, c'est-à-dire puiser dans tout ce qui nous est offert dans notre environnement, la matière, les matériaux qui vont nous aider à faire évoluer la musique. Donc ils se servent de la machine pour aller justement vers toute cette belle ouverture qui s'est oubliée pendant des décennies et qui est revenue avec des gens comme John Cage, puis Kagel, etc. Il y a eu comme un grand trou à un moment, et puis après ça s'est développé. Pierre Schaeffer aussi, qui lui est allé vers l'électroacoustique en plus. Et il décide donc de faire des symphonies extraordinaires et pas du tout traditionnelles à partir de ce matériau nouveau qui est celui produit par ces sons-là. Voilà, ces bruits de machine. C'est ce qui m'intéresse, moi, dans ma démarche d'artiste, et c'est tout. Voilà. Vite, vite. 12 minutes pour la sirène midinette, c'est le temps de la machine ou La machine est de 11 minutes à peu près. Il demande à ce qu'on fasse une machine de 11 minutes. Il se passe effectivement quelque chose lorsqu'on dépasse un certain temps, d'un point de vue sonore comme d'un point de vue humain.
Et c'est ce qu'il impose, parce qu'il en est tout à fait conscient. Ils sont tout à fait conscients, ce ne sont pas des gens qui vont très superficiellement rentrer dans cet univers sonore, ces futuristes. Ce sont des gens qui vont au fond des choses, allant jusqu'à recréer eux-mêmes des machines, pouvant reproduire des bruits qu'ils ne peuvent pas capter à l'époque, puisqu'on ne disposait pas d'une technologie qui le permettait. Et ils sont extrêmement conscients de la complexité, de la richesse ou de la simplicité brillante d'un son. Et ils savent très bien aussi ce que ce son peut produire sur une temporalité diversifiée. Qu'un son produit sur une courte durée n'est pas la même chose que sur un... Voilà, n'a pas le même sens du tout et n'implique pas la même réaction non plus chez l'individu. Qui le porte qui le reçoit directement et oui. en grande ouverture, puisqu'il a la générosité d'être là et d'assister à tout.